On reçoit à présent un économiste français dont le nom fait trembler certains milliardaires. Bonsoir Gabriel Zucman. Bonsoir. Vous êtes en guerre contre l'optimisation fiscale et vous portez une proposition très concrète qui cible ceux parmi les ultra-riches qui échappent à l'impôt. On va en discuter ensemble dans un instant, mais d'abord votre portrait signé Baptiste Gargui-Chartier. Gabriel Zucman, si on vous invite ce soir, c'est qu'à l'heure où la France cherche à remplir ses caisses, vous proposez des pistes pour taxer les ultra-riches. D'ailleurs, une de vos propositions consiste à imposer une taxe plancher sur la fortune à hauteur de 2% du patrimoine. Donc ce qu'on demande simplement, c'est que ces 1800 plus grandes fortunes contribuent leur juste part d'impôt au même titre que le reste de la population. Gabriel Zucman, vous êtes diplômé de l'EHESS, économiste et professeur des universités à l'ENS. Depuis, vous menez des recherches sur les paradis fiscaux et leur rôle dans la dégradation des finances publiques. En témoignent vos nombreuses publications, dont l'une des dernières porte sur les injustices fiscales. Vos travaux inspirent même certains députés. Illustration à l'Assemblée où le groupe écologiste a réussi à faire voter en février dernier votre mesure pour imposer les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, soit jusqu'à 4000 contribuables. Chers collègues, le choix qui est devant vous est simple. Voulez-vous défendre l'intérêt général ou protéger les privilèges d'une poignée de milliardaires? Je vous remercie. La taxe pourrait générer entre 15 et 25 milliards d'euros de recettes, à en croire les auteurs du texte. Mais la proposition doit faire son arrivée en juin au Sénat et les chances d'un vote favorable sont minces, d'autant que le président cette semaine a donné le ton. Est-ce que vous pensez que si la France toute seule met une taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, les gens vont gentiment rester pour être taxés? Oui. Présentez-les-moi. Sincèrement, présentez-les-moi. Argument brandi à plusieurs reprises. Alors Gabriel Zucman, que répondez-vous au président? Bonsoir Gabriel Zucman. Bonsoir. Alors on a compris le principe de cet impôt plancher que vous proposez et qui cible les ultra-riches. On ne va pas perdre de temps, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron quand il dit que votre taxe va déclencher un exil fiscal des Français les plus riches? Que cette crainte de l'exil fiscal, il faut la prendre au sérieux et que la meilleure façon de la prendre au sérieux, c'est de se pencher sur les études existantes. Or, toutes les études, elles aboutissent à la même conclusion, qui est que l'exil fiscal, il n'est pas nul, mais il est très faible. Donc il y a des études de très grande qualité qui ont été réalisées récemment sur des données suédoises et danoises où il y a eu des impôts sur la fortune pendant longtemps, beaucoup de variations dans l'impôt sur la fortune. Il y a des études sur des données anglaises. Il y a des chiffres en France, François Hollande, quand il augmente l'ISF après son élection, la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, évalue à 20% la progression des départs chez les contribuables qui payaient cet ISF. Au sein de la Direction Générale des Finances Publiques, depuis longtemps, il y a un observatoire des délocalisations fiscales des contribuables sujets à l'ISF. Et c'est toujours des flux très faibles. C'est-à-dire de l'ordre de quelques centaines de personnes. Oui, mais 20% de quoi? Si c'est 20% de 100 personnes, ça fait 120 personnes. En 2017, l'année avant l'abolition de l'ISF, il y avait 350 000 contribuables à l'ISF. Donc vous voyez des flux entrant ou sortant d'ailleurs, qui s'équilibre à peu près de quelques centaines de personnes, c'est tout simplement négligeable, c'est dérisoire par rapport aux masses en jeu. Donc c'est ça, c'est encore une fois, l'exil fiscal, c'est pas zéro, mais c'est très faible. Et deuxième point très important, dans la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 20 février... Donc présentée par les écologistes et qui va arriver au Sénat le 12 juin, on va en parler. L'impôt plancher de 2% sur le patrimoine des foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Dans cette proposition de loi, il y a un dispositif qui dit que les contribuables qui seraient tentés par l'exil fiscal resteraient sujets à cet impôt 5 ans après leur départ, ce qui est de nature à les décourager encore un peu plus. Ça, c'est légal? Et 5 ans, c'est dans la proposition de loi, c'est parfaitement légal. On n'est pas sûr ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Ça pourrait être 7 ans, ça pourrait être 10 ans. Pas du tout, c'est-à-dire qu'on a déjà des mécanismes d'exit tax qui viennent taxer des gens qui étaient précédemment résidents fiscaux en France. Et simplement, là, on vient élargir un petit peu cette logique. Il faut bien comprendre que l'exil fiscal, comme la concurrence fiscale, comme l'évasion fiscale, ce n'est pas une loi de la nature. C'est un choix qu'on fait de le tolérer ou au contraire on peut le limiter. Et les pays font des choix différents. Les États-Unis taxent leurs citoyens où qu'ils vivent, même si ils ont vécu que 2 mois aux États-Unis. Quelqu'un qui serait né aux États-Unis, à la citoyenneté américaine, et qui ensuite ne remet plus les pieds aux États-Unis, en principe doit payer des impôts aux États-Unis jusqu'au restant de ses jours. La France et la plupart des autres pays, c'est l'extrême inverse.
Si vous avez passé toute votre vie en France, vous êtes devenu milliardaire en France et tout d'un coup vous partez, vous exilez en Suisse, alors immédiatement on arrête de vous taxer. On peut avoir un entre-deux où les impôts continueraient à vous suivre pendant 5 ans ou 10 ans. Comment vous expliquez du coup que votre taxe, Emmanuel Macron n'en veuille pas? Non, mais je pense qu'il y a un petit peu, comment dire, ces craintes d'exil fiscal c'est un grand classique des débats sur la taxation des riches. Elles sont instrumentalisées depuis des années, des décennies, enfin depuis des siècles même. On parlait déjà, on agitait la crainte du départ des aristocrates au moment de la Révolution française. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, ce dont on parle, c'est pas faire la révolution fiscale, c'est une proposition modeste, cet impôt plancher de 2%. Alors, expliquez peut-être le mot plancher, que les gens comprennent bien. Très important de comprendre ce que c'est. Simplement, c'est un dispositif qui est un mécanisme de taxation différentielle. Ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire, prenez les foyers fiscaux qui ont 100 millions d'euros ou plus de patrimoine. On parle d'à peu près 1800 foyers fiscaux, toute petite population. Et puis, vous regardez les impôts qu'ils payent aujourd'hui, en impôt sur le revenu, CSG, etc. Vous faites la somme de tout ça. Eh bien, le principe de cet impôt, c'est de dire qu'il faut que cet impôt sur le revenu représente au moins l'équivalent de 2% de leur fortune. Alors, s'ils payent déjà l'équivalent de 2% de leur fortune en impôt sur le revenu, ils n'auraient rien d'autre à payer. D'accord ? Elle ne vient s'appliquer que pour des gens qui, par définition, payent très peu d'impôts sur le revenu. C'est un complément. Ce que vous décrivez, c'est à peu de choses près quand même ce que le gouvernement a l'intention de mettre en place sous la forme de ce qu'il appelle un impôt minimal différentiel, sauf qu'il serait fixé à 0,5% du patrimoine. C'est une taxe Zuckman Light. Oui, 0,5%, c'est quand même la même idée, on est d'accord. Et puis surtout, dans ce qu'on a pu comprendre, dans ce qui a filtré jusqu'à présent du projet du gouvernement, c'est 0,5% à l'exclusion des biens professionnels. Les biens professionnels étant définis comme la détention de beaucoup d'actions. Et or, le patrimoine de toutes ces grandes fortunes, c'est détenir des grosses parts, beaucoup d'actions dans des sociétés. Donc, c'est 0,5% d'une toute petite assiette. Oui, mais s'ils font ça, c'est au nom de l'attractivité. On a vu la place aujourd'hui, dans ce classement publié aujourd'hui, la France est numéro 1 en Europe en termes d'attractivité. Il faut bien attirer des entrepreneurs. Et qui dit entrepreneur de talent, en général, dit gros patrimoine. Alors, chaque chose en son temps. D'abord, pourquoi 2% et non pas 0,5% ? Oui. D'où vient ce chiffre de 2% ? Il n'est pas sorti du chapeau. 2%, c'est le taux qui permet de s'assurer que les impôts payés par les milliardaires et les centimillionnaires ne représentent pas une plus petite part de leurs revenus que pour les autres catégories sociales. Parce que tout part de là. C'est ça le constat de base, c'est qu'aujourd'hui, notre système fiscal est caractérisé par une violation du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Voilà l'ordre de grandeur aujourd'hui. C'est très simple. Les catégories, les classes moyennes, les classes populaires, les classes moyennes supérieures, payent peu ou prou, tout prélèvement obligatoire confondu, de l'ordre de 50% de leurs revenus en impôts. Ce n'est pas une surprise, on a un taux de prélèvement obligatoire élevé en France, de l'ordre de 50%. De l'ordre de 50% du revenu national. Et donc c'est ce que payent quasiment tous les Français. Pour les milliardaires, c'est 2 fois moins, 25%. Quand vous ajoutez tout ce qu'ils payent, y compris l'impôt sur les sociétés, dont s'acquittent les entreprises qu'ils possèdent. Donc 2 fois moins. Avec un taux minimum de 2%, on vient non pas créer de la progressivité fiscale, on vient simplement effacer cette régressivité, qui, j'insiste là-dessus, est une violation du principe constitutionnel fondamental d'égalité devant l'impôt. Donc ce que vient faire cette proposition de loi, c'est simplement réaffirmer et traduire en pratique ce principe constitutionnel clé. Votre texte, il arrive le 12 juin au Sénat majoritairement de droite. Vous y croyez à une adoption de cette proposition de loi des écologistes ? Oui, je pense que c'est possible. D'abord, qui pensait que ça passerait à l'Assemblée nationale le 20 février ? C'était quand même pas gagné. Ce n'est pas une Assemblée nationale, comme on sait, qui est dominée par des partis de gauche. Pourquoi est-ce que c'est passé à l'Assemblée nationale ? Parce que fondamentalement, ce dispositif qui est proposé, c'est un dispositif anti-abus. Encore une fois, ce n'est pas le grand soir fiscal, ce n'est pas la révolution fiscale. C'est un plancher, un dispositif anti-abus qui vient cibler les cas qui, parmi les ultra-riches, payent très peu d'impôts. Je pense que c'est un principe qui peut faire consensus. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé cette proposition, parce que d'où est-ce qu'elle vient ? Elle vient des travaux que j'ai menés au G20 l'année dernière. Le G20 était présidé par le Brésil. Le Brésil m'avait demandé d'écrire un rapport pour proposer des nouvelles formes de coopération internationale. Et j'avais créé cette proposition qui me semblait de nature à pouvoir être consensuelle dans une enceinte comme le G20. Donc c'est quelque chose sur lequel, je pense, on peut
tous se mettre d'accord et qui, dans quelques années, fera consensus. J'aimerais vous entendre sur un autre sujet, les États-Unis que vous connaissez bien, vous êtes franco-américain, vous enseignez à Berkeley, vous avez conseillé certains responsables démocrates, notamment Bernie Sanders, sauf que les Américains ont fait un choix radicalement opposé avec Donald Trump. Ils ont élu un milliardaire, soutenu par des milliardaires, et une fois élu, il a nommé dans son administration, je crois, 6 milliardaires. Si j'ai bien compté. Tout cela s'est fait démocratiquement. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, qui avez fait de la lutte contre les injustices votre combat principal? Simplement qu'on voit l'illustration très concrète des risques qui sont associés à une concentration trop extrême des richesses. La richesse, c'est le pouvoir. La concentration extrême des richesses, c'est la concentration trop extrême du pouvoir. Et ça vient toujours avec des formes de capture du pouvoir politique, de capture du pouvoir médiatique, d'influence sur l'idéologie dominante, d'influence sur les marchés. Et on avait alerté contre ce risque, effectivement, en 2019, quand, avec mon collègue Emmanuel Saez, on avait écrit notre livre « Le triomphe de l'injustice », où on expliquait les problèmes d'injustice fiscale qui se posaient aux États-Unis et qu'à terme, on risquait d'entrer dans une dérive plutocratique dans laquelle les États-Unis ont sombré. Ça veut dire que pour vous, les milliardaires au pouvoir défendent forcément les intérêts des milliardaires, des plus riches, au détriment des plus pauvres. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, la politique trumpiste, c'est une politique de dérégulation, de baisse de taxes pour les très riches et de baisse de dépenses d'aide à la santé pour les plus pauvres, pour les personnes âgées. Et comment vous expliquez qu'une majorité d'Américains ait fait ce choix? Parce qu'il ne s'est pas caché, Trump, il a affiché la couleur. Je pense en partie en raison de la faiblesse de l'alternative proposée par le Parti démocrate, qui n'a jamais réussi à formuler une contre-proposition qui soit suffisamment probante pour mobiliser l'électorat populaire. Vous avez une autre proposition en ce qui concerne ce bras de fer commercial qu'a engagé Donald Trump avec le monde entier, mais aussi notamment avec l'Europe, avec cette guerre des tarifs douaniers. Vous proposez ce que vous appelez un protectionnisme d'interposition. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement qu'il faut conditionner l'accès à nos marchés au fait que les entreprises étrangères et leurs propriétaires payent un minimum de taxes. Parce qu'il n'y a pas que nos milliardaires à nous qu'il faut taxer. Et ça, c'est applicable concrètement? C'est très applicable concrètement. C'est-à-dire qu'il y a déjà d'abord un impôt minimum sur les multinationales de 15%, sur lequel on s'est mis d'accord en 2021 à l'OCDE. Et dans cet accord, il y a des clauses qui viennent dire, OK, si les États-Unis, d'ailleurs Trump ne veut pas l'appliquer, ne taxent pas leurs multinationales, alors nous, la France et les autres pays qui font partie de cet accord, on va venir collecter les impôts que les États-Unis choisissent de ne pas prélever. Moi, ce que je propose, c'est simplement de systématiser cette approche. C'est-à-dire, très concrètement, si Tesla veut vendre des voitures en France et qui ne paye pas d'impôt sur les sociétés aux États-Unis, ou pas suffisamment, alors la France doit venir collecter la différence. Et systématiser cette approche, il faut faire la même chose pour les propriétaires de Tesla, Elon Musk et les autres grands milliardaires américains. Pour faire ça, ça implique que les Européens soient parfaitement alignés. Et pour être parfaitement alignés, il faut qu'ils partagent les mêmes intérêts dans leurs relations avec les États-Unis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez. Non, mais c'est toujours mieux quand on est unis, ça c'est sûr. L'union fait la force. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire tout seul. N'importe quel pays, même au sein de l'Union européenne, peut mettre des conditions à l'accès à son marché, y compris des nouvelles conditions fiscales. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir forcément collecter toutes les taxes que les États-Unis choisissent de ne pas prélever, mais on pourrait en collecter une partie. Voilà, si Tesla fait 10% de ses ventes en France, on va collecter peut-être 10% de la différence entre ce qu'ils auraient dû payer et ce qu'ils ont payé en réalité. Alors il nous reste assez peu de temps, mais j'aimerais avoir votre regard sur deux sujets d'actu en France. D'abord, ce souhait qu'a exprimé mardi Emmanuel Macron. Il veut revoir le financement de notre modèle social. L'idée serait de moins taxer le travail pour taxer davantage la consommation via, si on a bien compris en tout cas, une TVA sociale. C'est une bonne idée pour vous ou est-ce que ça risque de bloquer ce qu'on appelle le moteur de la consommation? Dans le système, dans la situation actuelle, où comme je le rappelais, les catégories populaires, les classes moyennes supérieures payent 50% de leurs revenus en impôts et les milliardaires 2 fois moins, dire on va accentuer ce déséquilibre en venant rajouter de la TVA qui est payée par la plupart des Français, mais pas par les très grandes fortunes, ça me semble difficilement Emmanuel Macron dit la TVA, il n'y a pas que les Français qui la payent. Moi, je pense qu'avant d'augmenter quelque impôt que ce soit, il faut venir collecter le déficit fiscal des milliardaires français. C'est les gens qui sont à la fois les plus riches et les plus sous-imposés. Il n'y a aucune réforme fiscale qui est acceptable de faire avant d'avoir résolu ce problème. Parce que cette TVA sociale permet quand même d'augmenter le net touché par les Français à la fin du mois sur leur fiche de paye. C'est ça l'idée. Écoutez, on en reparlera quand on aura mis un terme au problème numéro 1, qui est le problème que je décrivais et qui n'est pas un problème anecdotique, parce que les sommes en jeu, c'est 20 milliards d'euros si on met en œuvre cet impôt minimum de 2%
sur les centimes millionnaires français, 1800 foyers fiscaux. 20 milliards, dans la discussion budgétaire actuelle, c'est presque 1 point de PIB. C'est un tiers de l'effort qui est recherché pour l'année prochaine. C'est loin d'être anecdotique. On cherche 40 milliards. 40, pardon, ouais, donc la moitié. moitié. L'autre sujet d'actualité qui nous a mobilisés ces derniers jours, c'est cette proposition de référendum de François Bayrou. Alors, pas sur le budget en soi, mais sur la trajectoire des finances publiques de la France. Est-ce que ça présenterait un intérêt, selon vous, du point de vue économique, ou est-ce que c'est juste, si je puis dire, pas une manœuvre politique, mais en moi, tout cas, je crois à la discussion parlementaire. Je suis ravi d'ailleurs de voir les progrès qui ont été réalisés dans la qualité de la discussion qu'on a sur ces questions, grâce à la discussion de la proposition de loi en février. Là, je pense que l'examen de cette proposition de loi le 12 juin au Sénat va permettre encore de simplement mieux expliquer les problèmes qui se posent et les solutions qui existent. Et je pense qu'on peut avoir un débat beaucoup plus riche, un débat démocratique beaucoup plus riche quand on suit cette procédure parlementaire que plutôt que dans un référendum où il faut voter oui ou non à une question très générale et qui ne permet pas d'aller au fond du sujet. Merci beaucoup, Gabriel Zucman, d'être venu donc sur le plateau de Ça vous regarde.